C'est le retour du travel ban. Donald Trump a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié par la Maison-Blanche. Cette interdiction, qui entre en vigueur ce lundi, s'applique à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Sept autres pays sont eux visés par des restrictions: le Burundi, Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très agressive, explique la présence des pays sur cette liste par l'absence d'administrations efficaces, la tendance des ressortissants de certains pays à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et, dans le cas de l'Iran, par le soutien du terrorisme. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a exprimé ses inquiétudes au regard du droit international en raison de la portée très large et générale de cette interdiction. L'Union africaine s'est dite préoccupée par l'impact négatif potentiel de telles mesures, y compris les relations diplomatiques avec les pays concernés. Emmanuel Macron a dénoncé le retrait des États-Unis des financements de la lutte contre le changement climatique, estimant qu'il était temps de parvenir à un accord pour l'ensemble de la planète. Des propos tenus juste avant le début du sommet mondial sur les océans qui s'ouvre ce lundi à Nice. Une conférence que le président français décrit comme un sommet de mobilisation et où il exhorte les nations participantes à transformer des décennies de promesses en véritable engagement pour la protection de la mer, en concluant notamment un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins. On ne va rien lâcher, je veux qu'on arrive à un accord pour toute la planète. Parce que c'est complètement fou d'aller exploiter, d'aller forer un endroit qu'on ne connaît pas. C'est de la folie furieuse. Près de 63 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont de nombreux dirigeants du Pacifique et d'Amérique latine. Les Nations Unies estiment que la protection des océans est une urgence mondiale en raison de la hausse des températures, de la pollution plastique qui étouffe la vie marine et de la surexploitation incessante du poisson. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient atteint la limite ouest de la région de Donetsk et que ses troupes développaient une offensive dans la région voisine de Dnipro. Ce serait la première fois que les troupes russes pénètrent dans la région centrale de l'Ukraine depuis plus de 3 ans de guerre. L'état-major ukrainien a promptement démenti ces informations. De leur côté, les forces de défense du sud de l'Ukraine ont publié une déclaration indiquant que les Ukrainiens tiennent courageusement et professionnellement leur ligne de front, déjouant les plans de l'occupant. Les analystes des données ouvertes comme Deep State confirment des combats à des centaines de mètres de la frontière de la région de Dnipro. Les pourparlers de paix entre les deux parties restent dans l'impasse et les troupes russes ont marginalement progressé ailleurs. Notamment, les forces de Poutine semblent également se trouver à quelques kilomètres de la ville de Soumy, 3 ans après que l'Ukraine les a chassés de la région nord. Les Italiens votent ce dimanche et jusqu'à 15h lundi sur des référendums qui faciliteraient l'obtention de la citoyenneté pour les enfants nés en Italie de parents étrangers et sur une meilleure protection de l'emploi. Cependant, le manque apparent de sensibilisation du public risque d'invalider le vote si la participation est insuffisante. Il faut qu'au moins 50% plus 1 des électeurs éligibles aient voté. Les défenseurs de la modification de la loi sur la nationalité affirment qu'elle aidera les Italiens de deuxième génération nés en Italie de parents non ressortissants de l'Union européenne à mieux s'intégrer dans une culture qu'ils considèrent déjà comme la leur. Les partis majoritaires se sont opposés au référendum et certains représentants du gouvernement conservateurs et traditionnalistes ont exhorté les citoyens à ne pas se rendre aux urnes. Les analystes estiment en fait que le vote est un test pour l'exécutif de Giorgia Meloni. Si les nouvelles règles sont adoptées, elles pourraient affecter environ 2,5 millions de ressortissants étrangers qui luttent pour être reconnus comme citoyens italiens. L'armée israélienne a arrêté lundi matin le navire humanitaire Madeleine qui se dirigeait vers Gaza avec à son bord 12 militants, dont Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Le navire a été intercepté vers 3 h du matin, alors qu'il s'approchait du territoire palestinien soumis à un strict blocus terrestre et naval. Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une vidéo montrant les passagers recevant de l'eau et de la nourriture, déclarant qu'ils étaient tous sains et saufs. Le Madeleine avait appareillé le 1er juin de Sicile, avec pour objectif déclaré de briser le blocus israélien à Gaza.
L'État hébreu qualifie quant à lui l'expédition de provocation médiatique à des fins de publicité. Les autorités israéliennes ont invité les passagers du navire à rentrer dans leur pays d'origine. La Freedom Flotilla Coalition, qui a organisé la traversée, affirme que l'arrestation du navire s'est produite dans les eaux internationales et dénonce à ce titre une violation des lois maritimes. Après un blocus total de 2 mois et demi, Israël a commencé à autoriser l'entrée d'une aide limitée dans la bande de Gaza le mois dernier. Mais les Nations Unies et de nombreuses ONG estiment que celle-ci est encore largement insuffisante pour faire face à l'ampleur de la crise humanitaire. L'affaire a mis en lumière les lacunes de l'encadrement du don de sperme en Europe. Un donneur danois, porteur à son insu d'une rare variation génétique qui augmente le risque de cancer précoce, aurait aidé à concevoir au moins 67 enfants en Europe, principalement en Belgique. 23 de ces enfants sont porteurs du variant, parmi lesquels 10 ont développé des cancers. Cette affaire a été révélée fin mai par la Dr Casper, biologiste au CHU de Rouen. On va avoir une dissémination finalement anormale d'une pathologie génétique puisque la banque de sperme qui est concernée dans ce cas a fixé une limite de 75 familles issues du donneur. Il y a d'autres banques de sperme qui n'ont pas fixé de limite, mais il n'y a pas de limite au niveau international et au niveau européen. Les règles encadrant le don de sperme varient d'un pays à l'autre. Le don est anonyme dans des États membres comme la France et la Grèce. Dans d'autres pays comme l'Autriche, la personne née d'un don de gamètes peut avoir accès à l'identité de son géniteur. En Allemagne et en Bulgarie, les dons peuvent être anonymes ou non selon les circonstances. Aux Pays-Bas, il n'est pas anonyme. Par ailleurs, le nombre maximum d'enfants issus d'un même donneur varie de 15 en Allemagne à 1 à Chypre. D'autres pays préfèrent limiter le nombre de familles pouvant avoir recours au même donneur pour leur donner l'opportunité d'avoir des frères et sœurs. Un même donneur peut par exemple aider 12 familles au Danemark et 6 familles en Suède ou en Belgique. Les conseils nationaux d'éthique médicale danois, suédois, finlandais et norvégiens tirent la sonnette d'alarme. L'absence de limite au niveau international augmente le risque de dissémination de maladies génétiques et de consanguinité. De plus, à l'heure des réseaux sociaux et des tests ADN, l'anonymité des donneurs ne peut plus être garantie à 100%. Découvrir l'existence de dizaines de descendants ou de demi-frères et sœurs peut être plus difficile à gérer pour certains donneurs ou personnes nées d'un don. That has to do with the risk that a genetic disease, perhaps, in this case, unknowingly, comes to be spread much more widely than it would have been if a number had been lower. So that's one reason. A second reason is now that we have all these genetic testing technologies and half-siblings can find each other through the internet. And then finally, as I mentioned, the inadvertent meeting of a half-sibling without knowing that they're your half-sibling, of course, continues to be a concern for some. Aussi, ces conseils nationaux d'éthique appellent à fixer des limites au niveau européen et à créer des registres. Lorsqu'on demande à la Belgique ce qui fait sa renommée, la réponse la plus fréquente est la bière. Le pays compte plus de 400 brasseries et produit plus de 1600 types de bière. Toutefois, au cours des 10 dernières années, la consommation de la boisson houblonnée a diminué. Selon un rapport annuel de l'Association des brasseurs belges, la consommation totale de bière devrait encore chuter de 2% en 2024. L'association affirme que cette baisse est le résultat de coûts élevés, d'une compétitivité réduite, d'un changement des habitudes de consommation et de l'instabilité géopolitique. Je pense qu'il y a pas mal de mesures qui incitent le citoyen à consommer de moins en moins d'alcool d'une manière générale, notamment celles qui ont trait à la sécurité routière. J'habite en Belgique depuis 12 ans et j'ai l'impression que le prix de la bière a quand même doublé depuis. C'est aussi une question de santé, je crois, parce qu'il y a, et de goût, parce qu'il y a beaucoup de gens... il y a 5 ans, il y avait une bière sans alcool, maintenant il y en a 6. Il n'y a pas que la Belgique, les brasseurs européens sont confrontés à un déclin à long terme car l'Union européenne a connu une baisse de la demande de bière alcoolisée. Selon Eurostat, entre 2022 et 2023, la production de bière non traditionnelle, sans alcool, a augmenté de plus de 13%. Ce n'est pas seulement une exposition, c'est une histoire sur l'imagination, la solitude et la peur. L'histoire d'un artiste qui a peint des rêves comme des photographies.
À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Zdzisław Beksiński, le musée d'art fantastique vous invite à une rencontre extraordinaire avec son univers. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 20. rocznicy śmierci Beksińskiego. I Muzeum Sztuki Fantastycznej, które w zasadzie od początku prezentuje sztukę Zdzisława Beksińskiego, w te obchody chciało się włączyć. 23 obrazy z kolekcji prywatnych, które nigdy wcześniej nie były prezentowane publicznie. Także rzeczywiście dla fanów gratka. Oprócz tego do końca lipca na Placu Konesera można oglądać wystawę zdjęć Zdzisława Beksińskiego, 40 przepięknych fotografii na dużych planszach. Les photographies complètent l'histoire de son art et l'intérêt considérable qu'elle suscite montrent que Beksiński continue d'émouvoir et d'inspirer. Chyba najlepszym dowodem tego, czy on jest ceniony, czy niedoceniany, są absolutnie rekordowe frekwencje na naszych wystawach. Przez 3 miesiące przyszło 70 000 osób w roku covidowym. Zaczynał od abstrakcji, ale od niej bardzo szybko odszedł i wkroczył w swój własny świat swoich marzeń, swoich snów i zaczął malować to, co mu w duszy grało, co miał, jak mówił, w sercu i pod powiekami. Chciał malować, jakby fotografował sny. I rzeczywiście wydaje się, że do końca swojego życia tej drodze wierny pozostał. Niektórzy twierdzą, że jest to malarstwo wizjonerskie wręcz, tak? Że on przewidział tę apokalipsę, do której zmierzamy. Nie nadając tytułów, też Zdzisław Beksiński tę wolność odbiorcy dał. Tak naprawdę na obrazie jest dokładnie to, co konkretny odbiorca widzi. Całe życie obawiał się śmierci. Tak naprawdę ta sztuka to jest gdzieś cały czas o tym strachu, o tym lęku przed śmiercią. I nawet trudno się o tym mówić. Dlatego chyba najlepszym takim naszym wyrazem pamięci o tym wydarzeniu jest wystawa, którą zorganizowaliśmy. L'exposition est ouverte jusqu'au 27 septembre.